Bonsoir, bienvenue à notre programme. On parlera d'un héritage tragique du gouvernement français qui continue à toucher la population de la Polynésie française. Après une enquête récente de l'ONG Disclose, en collaboration avec l'Université de Princeton, les secrets de la militaire français sont finalement révélés au public. Mais avant que nous ne visitions les conséquences des essais nucléaires dans le présent, un foyer de contamination de cancer dans les îles Pacifiques et la lutte de façon continue pour la indignation, il faut qu'on considère comment cet archipel idyllique est devenu si cauchemardesque. Alors, pour commencer, on examine ce qui s'est passé en Polynésie française en détail. Les Français ont testé le premier bombe nucléaire en 1960, 12 ans après la première utilisation de l'énergie nucléaire. Cet essai s'est déroulé en Algérie, où la France continuait à le faire pendant 6 ans. L'indépendance de l'Algérie en 1962, ainsi que l'augmentation du nombre de protestations contre le programme, ont guidé les Français à se tourner vers la Polynésie française. Le groupe d'îles, dont l'île de Tahiti est le plus peuple, est un territoire français d'outre-mer depuis 1880. La France a testé la première bombe dans la Polynésie française le 2 juillet 1966. Et au total, la France y a mené 193 essais. Il y avait 2 types d'essais. L'air libre, le plus contaminante, et souterrain, qui cause le tremblement de terre et le détruire des récifs. Tous les deux étaient catastrophiques pour la biodiversité locale et les habitants des îles de Polynésie française, comme on discutera plus tard. Le 17 juillet, la France a testé sa 41e bombe à Mururoa, une journée avec des conditions météorologiques idéales. Et l'essai s'est passé à 8 h du matin comme d'habitude. Il fallait que le nuage radioactif s'élève à 8000 mètres d'altitude pour que le vent l'oriente vers le nord. Le champignon atomique ne s'élève à 5200 mètres. À cette hauteur, au lieu de pousser la tête du nuage vers le nord, le vent l'ont poussé vers l'ouest, en direction de Tahiti, comme on verra sur l'écran. Et 42 heures plus tard, le parti le plus toxique du nuage a frappé la grande île de Tahiti. L'île et les îles voisines comptaient 110 000 habitants. Mais pendant ce temps-ci, le militaire français a gardé le silence et n'a pas prévenu la population d'évacuer. Les documentations déclassifiées indiquent que la radioexplosion a été 500 fois la concentration maximale admissible en 1 heure. Merci pour votre reportage, Henri, et regardons maintenant aux impacts présents aujourd'hui parmi les habitants des îles polynésiennes. Les conséquences sanitaires des essais nucléaires français dans le Pacifique ont été liées à de nombreuses maladies tragiques, dont les habitants sont survenus des cancers de la thyroïde, du poumon, de l'œsophage, du rein et du côlon, ceux qui sont parmi certains qu'on retrouve maintenant dans les hôpitaux aujourd'hui. Considérons l'enquête prise par le programme Science et Global Security de l'Université de Princeton aux États-Unis, lequel considère les effets destructifs de ces essais plus de 40 ans plus tard. On constate que ces explosions sont parmi les plus contaminants du programme nucléaire français. Alors, lorsque le champignon atomique s'est élevé de manière improvisée, comme l'a déjà expliqué Henri il y a plus tard, le vent plus ou moins a eu l'effet de pousser le nuage vers l'ouest. Parmi eux, 110 000 habitants y sont compris. Alors, plus pertinents sont les pluies toxiques qui contaminent tout sur leur passage, dont la consommation d'eau parmi les résidents des îles les expose au rayonnement ionisant extrêmement dangereux. Alors, l'exposition thyroïdienne à iodyle radioactif induit la présence d'un cluster de cancer thyroïdien. Considérant
les 10 000 Polynésiens qui vivaient aux îles Gambier, à Tuera ou encore à Tahiti ont reçu une dose de radioactivité 5 fois plus dangereux que le niveau d'exposition qui est normalement jugée dangereuse pour la santé. Alors les impacts négatifs se présentent à partir de 1985 et 1995 quand 153 cancers de la thyroïde ont été diagnostiqués dans la population polynésienne née avant 1976, ce qui est 2 à 3 fois plus élevé que dans d'autres îles similaires, comme dans la Nouvelle-Zélande ou même dans Hawaï. Alors, demandez-nous maintenant si le gouvernement français assume cette responsabilité pour les 23 maladies radio-induites qui sont reconnues comme une conséquence de ces essais foirés. La réponse est que les Polynésiens attendent toujours que l'État assume pleinement son héritage toxique. Alors l'État français promettait la modernité à ses habitants, en forme d'ouverture de restaurants ou bien de boîtes de nuit. En réalité, elle est arrivée avec sa machine indiscutable dont les habitants expliquent que les Polynésiens n'ont pas eu un mot à dire à propos de ses conséquences. De plus, les impacts environnementaux ont aussi été extrêmement destructifs. Parmi certains sont l'endommagement des récifs, le déclenchement de tremblements de terre et même de tsunamis, la libération de vents gazeux dans l'atmosphère et finalement même l'empoisonnement des faunes et flores marines. Alors, Henry nous a déjà expliqué que la population n'a pas été informée que ces poussières toxiques arrivaient vers l'île. Parmi eux, Gambier, dont l'habitant Yves était au travail. Parmi les victimes de ces essais, on rencontre Yves Salmon, un habitant de l'île Gambier, qui était présent sur l'île le jour de cette explosion. Bonsoir Yves. Bonsoir. Et merci d'être venu aujourd'hui pour ce reportage. Alors racontez-nous un peu des conséquences des essais français en 1974 a eu pour vous aujourd'hui. Premièrement, merci de m'avoir accueilli ce soir. Malheureusement, en 2010, j'ai appris que j'avais développé un carcinome, essentiellement un cancer de sang radio-induit. C'est horrible Yves, je suis vraiment désolée. Et est-ce que vous saviez d'autres personnes qui ont été affectées par les maladies radio-induites? Bien sûr que oui. Ma femme a contracté un cancer de sang, ce qui nous a vachement perturbés, puisqu'on était tous les deux malades et inquiets. Heureusement, elle a pu être reconnue comme une victime des essais nucléaires français. Même chose pour sa sœur qui, elle aussi, a été diagnostiquée avec le cancer de sang. Alors, la plupart de ta famille a été victime de ces essais? Oui, en fait, la plupart des habitants de Gambier ont été affectés près de chez moi. Par exemple, même mon voisin a contracté un cancer de la thyroïde en 2001. Et est-ce que l'État français l'a reconnu comme victime? Par chance, en 2010, l'État l'a reconnu comme victime des essais nucléaires. Par contre, il est l'un des seuls. Alors je reconnais que l'État a beaucoup de chemin à parcourir pour réparer ses erreurs. Alors merci beaucoup Yves pour être venu ce soir pour partager vos expériences. Merci. Je vous passe maintenant à notre présentatrice Isabelle qui va continuer à nous informer sur les étapes prises par l'État français en termes d'indemnisation. Merci Charlotte. Tragiquement, Yves n'est pas seul. Parmi les gens qui ont été touchés par les maladies causées par la radioactivité, seulement 20% des demandes au comité d'indemnisation des victimes d'essais nucléaires sont réussies. Ce comité s'appelle CIVEN, considère des demandes des populations algériennes et polynésiennes, ainsi que les personnels militaires et civils français, pour la période d'environ 30 ans dans les régions qui ont été touchées par des essais nucléaires. Globalement, seulement 506 personnes malades ont été indemnisées depuis l'établissement du CIVEN en 2010. Mais combien sont éligibles?
C'est une bonne question parce que c'est difficile à dire exactement combien, parce que le nombre a été extrêmement sous-estimé par les experts français au moment des essais. Maintenant, selon des calculs modernes, il se peut que 185 000 fassent partie des retombées radioactives causées par la France. Incroyable, mais c'est un nombre inimaginable. Oui, exactement. Et en particulier pour les Polynésiens, le taux de réussite est encore pire. 63 ont reçu d'indemnisation, mais il est estimé que des milliards sont en droit de recevoir de l'argent du gouvernement français. Les raisons pour lesquelles l'écart est plus marquant en Polynésie française comparé aux militaires et civils français sont choquants et vraiment, à mon avis, discriminatoires. Bien que les conditions nécessaires pour recevoir une indemnisation soient simples en principe, en réalité, le processus est gardé sous le voile du secret. En théorie, si quelqu'un souffrait d'une maladie considérée comme causée par la radioactivité et il vivait en Polynésie française pendant les années considérées, la causalité entre leur maladie et le gouvernement, en théorie, serait présupposée. Cependant, le comité ne donne aucune raison pour expliquer pourquoi les demandes sont souvent refusées. Pourquoi? C'est ridicule ça. Oui, et pour le plus grand nombre, le civil représente une barrière insurmontable à cause de la paperasse. Même la condition nécessaire principale est difficile à prouver. Le fait simple qu'une personne vivait en Polynésie française pendant la période d'essai nucléaire demande beaucoup de preuves, ce qui est difficile à produire et à vérifier selon le rapport du CIVEN. Cependant, cette difficulté de la paperasse seulement augmente quand on considère la radioactivité. CIVEN exige une exposition d'un millisievert de rayonnement ionisant avant que les gens ne puissent revendiquer son droit au dédommagement. Et voilà le problème. Le gouvernement français a fait le levé de la radioactivité. Les experts estiment que seulement 20% du territoire de la Polynésie française a été surveillé, avec une très grande marge d'erreur. Par exemple, en 1971, une enquête avait une marge d'erreur de 50%. Ces résultats vraiment ne servent à rien. Des évaluations d'aujourd'hui montrent qu'il y a jusqu'à 110 000 victimes qui ont reçu le regret sévère de la radiation, qui, s'ils devenaient malades, pourraient réclamer de l'argent. Sans ces documents, c'est impossible à prouver qu'il satisfait ces exigences. Par conséquent, comme il a dit, les Polynésiens sont de plus en plus démoralisés par la confidentialité et l'arbitraire du processus, qu'ils ne postulent pas à CIVEN. Il est évident pourquoi, sans espoir, à quoi ça sert. Alors, je me vais tourner vers vos membres du panel. Est-ce qu'il y a une solution pour les inégalités et les difficultés auxquelles les Polynésiens font face pendant les recherches pour la justice? Ou la situation est-elle désespérée? Et de ce que vous avez dit, je pense que le CIVEN et le gouvernement français doivent faire beaucoup plus à remédier à leurs erreurs. Oui, je suis d'accord en principe, mais à mon avis, il faut nous mettre à la place de quelqu'un affecté par cette tragédie. Est-ce qu'on pense vraiment que l'argent peut résoudre le problème? C'est une question intéressante, surtout si on considère le fait que la France n'a pas encore présenté ses excuses. Oui. Il semble qu'elle ne puisse pas accepter la responsabilité. Oui, et ce problème n'est pas limité à la Polynésie française. Bien sûr, c'était le thème de notre reportage, mais la France a pris des mesures coloniales en Algérie aussi, et elle demandera pardon pour ces mesures. Alors, il semble que les effets du colonialisme soient évidemment un problème répandu. C'est difficile à dire comment on peut le résoudre au futur, parce que ces événements du passé, c'est vraiment impossible de changer. Alors, ça fait des années que les habitants des îles polynésiennes essayent d'exprimer leur mécontentement avec le monde entier. Surtout le gouvernement français qui continue d'ignorer la gravité de cette situation. Par exemple, le cas du Rainbow Warrior, navire de Greenpeace. Tout à fait. Il est nécessaire que plusieurs plans d'action soient pris pour créer des changements réels auprès des victimes de ces essais.
Personnellement, je suis l'opinion que des manifestations globales devraient se rouler dans au moins tous les pays francophones pour démontrer le soutien avec le peuple polynésien. Je crois que c'est une très bonne idée. Si on continue ces conversations avec le public et les politiciens, nous espérons vraiment déclencher un mouvement. Nous marquons ainsi la fin de cette émission pour ce soir. Merci de nous avoir joints. Bonsoir et on vous verra demain.